go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 60e épisode du Facebook Podcast. Malheureusement, la grosse affiche NFL du lundi soir de Noël, c'est une défaite pour les 49ers, 33-19 contre les Ravens. On va avoir beaucoup de choses à dire sur ce match et sur notre prochain match contre Washington. Pour m'accompagner dans cet épisode, Olivier et Kevin. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Donc je l'ai dit, 33-19, une défaite logique, y a pas à dire, on s'est pas fait voler, on s'est pas fait avoir ou quoi que ce soit, une défaite contre une équipe qui a été meilleure que nous, tout simplement. Olivier, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ? Déjà, je l'ai pas vu en direct et heureusement que je l'ai pas vu en direct. Ça, c'est la première bonne nouvelle parce que du 25 au 26, voir ce match, je crois que je me serais flingué. Écoute, moi, quand j'ai vu le résumé rapide, j'ai trouvé ça... Purdy s'est manqué, quoi. Ça arrive, il s'est manqué. Il s'est dit, je voulais pas que ça soit tout le temps Ambry Thomas la victime d'Olivier, donc c'est pour ça. Il a dit, écoute, ça va être moi. Il a raté son match complètement parce qu'après, si tu regardes tous les autres joueurs, je me le suis refait juste là avant l'émission. Défensivement, j'ai pas trouvé les mecs mauvais. Offensivement, j'ai pas trouvé les mecs mauvais. La ligne, elle a souffert avec la sortie des deux left tackles. Parce qu'on a perdu Trent Williams et celui qui le remplace, il se blesse rapidement d'après ce que j'ai compris. Donc on s'est retrouvé avec McKivitz qui joue d'un côté, Burford qui se retrouve à jouer right tackle. Donc bon, la ligne offensive, je peux pas trop leur taper dessus. On a perdu le match sur 2 actions en l'espace de 19 secondes, c'est tout quoi. Voilà, et après c'était trop tard. C'est comme ça, c'est pas grave. Voilà, et je vais juste faire mon cri de gueule de suite. Quand je lis les commentaires depuis 3 jours, oh les gars, on n'est pas à 15 défaites d'affilée, putain. Non, sérieux quoi. Je veux dire, ça me rend fou ce que je lis depuis 3 jours. Purdy, c'est le pire quarterback de l'histoire. San Francisco, on n'a pas droit au bonheur. Mais putain, enlevez-vous la merde que vous avez dans les yeux, les gars. Regardez ce qui se passe. C'est bon, quoi. Ça m'a saoulé. Donc, je le dis maintenant et je me tais parce que je vais me faire censurer. Kevin ? Totalement d'accord avec ce que vient de dire Olivier en terminant. C'est absolument n'importe quoi ce qu'on voit. Ce match s'est mal passé, certes, mais il a autant d'importance que n'importe quel autre match de la saison. Et on en a gagné 11. Donc je pense que ça va bien de ce côté-là. Après, Brock Purdy se rate, oui, mais j'ai envie de dire, c'est pas le seul. La ligne offensive, on peut pas mettre tout sur les blessures. Elle a quand même pris très très cher. Kyle Shanahan, une fois de plus, quand ça va pas dans son sens, ça semblait jamais être capable de trouver les solutions pour changer ce qui se passait. Après, la défense a tenu ce qu'elle a pu, parce qu'au final, on tient très très longtemps malgré tous les turnovers qu'on a subis. Mais au bout d'un moment, ça finit par craquer. Et puis en face, on a une équipe à qui il faut tout simplement lever notre chapeau. Les Ravens sont une superbe équipe de foot. Ils ont joué un match parfait. Ils ont été excellents et ils méritent leur victoire. Nous, ça nous remet le nez dans le travail. Maintenant, on voit ce qu'on a encore à faire. Il reste 2 semaines de saison régulière. Il y a des playoffs qui arrivent. Et c'est là que notre saison commence. Ce match-là, au final, est pas si important. C'est pas si grave ce qu'on a vu. Au contraire, c'est des beaux enseignements à tirer. Ouais, je suis d'accord avec absolument tout ce que vous avez dit, notamment sur le point où il faut... zéro panique, les gars. Zéro putain de panique. C'est un mauvais match, c'est une défaite contre une très très belle équipe de foot, contre l'équipe qui a le meilleur bilan de NFL. Les gars, on n'a pas perdu contre Carolina. On a perdu contre une grosse équipe. Et donc, non, pas de panique. Quand je voyais certains parler de peut-être qu'on avait grillé un joker, oui. Mais on n'est pas la couteau sous la gorge, on est encore first seed de NFC. On joue contre 2 équipes qui sont largement à notre portée. Moi, j'ai toute confiance sur le fait qu'on aura une bye week en playoff et qu'on aura l'avantage du terrain sur tous les playoffs. Donc, pas de panique. Oui, le match Purdy s'est loupé. Il y a beaucoup de choses qui sont pas allées dans notre sens. On va pouvoir en reparler. Voilà. Après, moi, foncièrement, je l'ai pas vu en direct non plus pour avoir regardé le résumé. J'ai pas trouvé que dans l'ensemble, on fasse un si mauvais match que ça. J'ai trouvé ça beaucoup moins inquiétant que nos 3 défaites de suite en milieu de saison. Je trouve qu'il y a eu des choses qui se sont bien passées, il y a des belles choses.
Et il y a ces interceptions, il y a ces quelques blessures à la fin, mais qui ne changent pas non plus trop, je trouve, le momentum du match, parce qu'on a été quand même assez rapidement derrière, surtout au début du troisième quart-temps. Mais non, franchement, moi, j'ai aucune inquiétude après cette rencontre. On va repartir du coup donc, dans quelque chose qu'on n'aime pas, c'est commencer par les flops, puisque c'est une défaite. Kevin, quel est ton flop du match? Est-ce que tu vas aller dans l'évidence? Pas vraiment. J'ai parlé de la ligne offensive. On l'avait critiqué. En début de saison, on avait des inquiétudes. Finalement, on a plutôt une belle saison. Et puis là, on voit que quand il y a un gros pass rush, quand il y a une grosse intensité, c'est compliqué. Après, on voit aussi que finalement, notre ligne tient à un homme qui s'appelle Trent Williams. Nos 4 défaites surviennent quand Trent Williams n'est pas là ou sort en cours de match. Ça a encore été le cas et il faut qu'on puisse s'en sortir sans lui, malgré le fait que ce soit l'un des tout meilleurs linemen de l'histoire de ce sport. On doit être capable de pouvoir tenir la marée un peu mieux. Parce qu'au final, on a Brock Purdy qui a subi une énorme pression et qui n'a pas réussi à s'en sortir. Donc pour moi, c'est vraiment important de trouver plus de stabilité, même si oui, on a eu des blessés, il y a eu du turnover, on a parlé Olivier, et c'était compliqué, mais on va avoir des situations compliquées comme ça en playoff et il va falloir mieux s'en sortir. Olivier? Brock Purdy, il faut appeler un chat parce que n'ayant pas vu le match, j'avais juste certains commentaires. Ouais, les interceptions, il y en a 3, c'est pas de sa faute. La première, elle est juste dégueulasse. La première, elle est juste horrible. La première, elle est vomitive. Voilà. Et là, on ne me parle pas de la ligne, on ne me parle pas de quoi que ce soit. Il a fait un truc, c'est nul. Il faut dire, quand il est très fort, on le dit. Quand il est mauvais, on le dit. La première interception, elle est pour lui. Alors après, on va me dire, oui, mais les ballons, ils sont typés. La seconde, elle est pour lui aussi. Il a les 2 pieds dans le ciment quand il fait sa passe. Il s'est cru à l'entraînement. Et la troisième, ok, d'accord, le ballon, il est typé et ça retombe dans les mains du joueur. Mais putain de bordel de merde, t'as 4 mecs qui te courent au cul. Tu as bien vu qu'il y a des flags qui ont été jetés. Balance le ballon en touche. Balance le ballon en touche. Sers-toi de ton cerveau. Il a été on tilt. Les mecs lui ont mis la pression et à partir de là, oui, il s'est fait marcher dessus parce que la ligne elle a craqué, la ligne elle a craqué aussi parce que le quarterback il n'était pas à son niveau habituel. Je veux dire, il nous a flingué le match tout seul comme un grand. Voilà, il a été incapable de le gagner, il nous l'a perdu tout seul. Donc il faut le dire, quand il est très bon, il mérite les louanges. Là sur ce match, il a perdu toute chance d'être MVP de la saison régulière. Et surtout, en plus, pour rebondir là-dessus, j'étais d'accord en soi sur certains commentaires par rapport aux interceptions, mais quand bien même, en fait, on s'en tape. Le mec a 4 interceptions, c'est tout ce qui compte, qu'elles soient pour lui ou qu'elles soient pas pour lui. Au final, on retient juste qu'il a 4 interceptions et que qu'elle soit 100% de sa faute ou qu'elle soit 0% de sa faute, à la fin, le ballon, il est dans les mains des Ravens. Et ça change pas grand-chose. Après, oui, sa performance, elle n'a pas été bonne, mais on a vu encore des belles choses, encore des lancers difficiles qui ont été réussis, encore une bonne connexion avec George Kittle. Il y a encore des belles choses, mais quelles que soient les belles choses que tu fais, quand tu as 4 interceptions dans un match, c'est un flop. C'est aucune discussion possible. Et par contre, j'aimerais juste souligner, avant de te redonner la parole, Olivier, je veux juste souligner, on n'en a pas parlé dans le dernier podcast quand on a fait la présentation du match, et pourtant c'est un joueur dont je suis fan depuis l'université. Kyle Hamilton est un joueur extraordinaire. Quel joueur, franchement incroyable. Totalement. Après c'est aussi ça vient aussi du jeu qu'il a perdu. Je l'ai dit, je l'ai répété, il a un jeu de gambler, il tente des trucs. Alors quand ça marche, on crie au génie, quand ça marche pas, ça peut faire ça. Et je reprends ma comparaison parce que plus le temps passe, plus j'ai l'impression de revoir Brett Favre, avec les qualités et les défauts de Brett Favre. C'est-à-dire, voilà, c'est exactement ça. J'invite nos plus jeunes suiveurs à aller voir des matchs de Brett Favre de la grande époque quand il jouait aux Packers et vous allez comprendre de quoi je parle. Mais t'as raison, parce qu'on l'a dit et redit dans plein d'émissions cette année, le nombre de fois qu'on tente des choses, que ça peut être intercepté, qu'il y a un flag, une interception annulée, on revient, ou la balle passe à ça, finalement ça tombe dans les mains de notre receveur. Là, tout s'est passé à l'inverse. Rien n'a marché pour lui. Il a tenté des choses difficiles. Oui, Elliott, certaines choses ont réussi, mais il y en a beaucoup qui ont raté et on se retrouve avec 4 interceptions au final et on ne peut pas gagner un match avec 4 interceptions. Au final, ça vous montre aussi pourquoi c'est souvent les quarterbacks qui gagnent le MVP, parce que même si l'équipe est à très haut niveau autour, si le quarterback se chie et nous fait 4 interceptions, tu perds le match, terminé. Il n'y a aucun autre joueur qui va pouvoir sauver le match. Surtout qu'au final, oui, c'est exactement ce que tu dis, Kevin. C'est qu'on a au final 5 interceptions, puisqu'il y en a une dernière de Sam Darnold à la fin du match.
On a plus de yards à la passe, on a plus de yards à la course, on a plus de yards par tentative, mais par contre, on a 5 turnovers. Point. Donc au final, tu peux avancer autant que tu veux quand tu perds le ballon et que tu le récupères pas. En plus, on n'a pas provoqué de turnover, bah tu perds le match de toute façon. Moi, sur mon flop, j'étais sur un nom qu'en général on prononce en premier, mais parce qu'on gagne les matchs. Fred Warner est passé à côté de son match. Fred Warner est passé totalement à côté de son match. Il a raté des plaquages qu'il ne rate pas d'habitude. Je l'ai trouvé lent, je l'ai trouvé pas agressif comme il avait l'habitude. Là où Dre Greenlaw a été, lui, je l'ai trouvé plutôt assez agressif et dans la lignée de ce qu'il fait d'habitude. Là, j'ai trouvé que Fred Warner n'était pas dedans. On en avait parlé, il avait été assez moyen la semaine dernière. Il va falloir qu'on retrouve aussi notre leader parce que, en plus de l'individuel et du joueur qui est un peu moins dedans, c'est que c'est le baromètre de toute la défense. Et même s'il y a eu des belles choses en défense, quand Fred Warner n'est pas dedans, c'est plus compliqué de gagner parce qu'il reste le meilleur joueur à son poste de toute la NFL et c'est le capitaine. Et du coup, on attend évidemment toujours plus de lui parce qu'il nous a habitués à plus. Et du coup, là, sur ce match-là, c'était pas suffisant. Et pire que ça, je trouve que c'est sa 3e mauvaise semaine. Il était déjà bon flop la semaine dernière. Je suis d'accord avec toi, c'est un gros flop encore cette semaine. Après, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je sais pas, parce que y a aucun joueur dans la NFL qui est capable de faire une saison complètement parfaite de A à Z. Il a son trou, d'autres ont eu leur trou aussi pendant la saison, mais il doit se reprendre parce que, comme tu l'as dit, Fred Warner qui n'est pas au niveau, c'est toute notre défense qui en pâtit. Après, on lui en demande aussi énormément parce que moi, je l'ai quand même vu tiper des ballons sur des passes. Si tu fais le safety, c'est parce qu'il fait un superbe run sur Lamar Jackson et qu'il se jette pas comme un débile profond. Et ce qui fait que Jackson est obligé d'aller dans sa end zone. Il fait pas un si mauvais match que ça. Mais comme ils sont habitués à l'excellence, c'est pour ça qu'on le met, que je peux entendre que vous le mettiez en flop. Moi, j'ai un petit flopiné. J'ai un petit flopiné. Il a le numéro 20 dans le dos, cet abruti. Quand en première ah oui, non, je suis désolé, en première mi-temps, quand tu as la possibilité qu'il marque pas et tu fais un sac et que sur l'action suivante, toute la défense, elle arrive à tenir qu'à Lamar Jackson et qu'il y a un abruti qui fait un holding sur son gars, alors qu'il n'y a pas besoin de le faire parce qu'il peut pas lancer, il a 3 mecs devant lui, Jackson, et qu'on se retrouve, au lieu qu'on soit en 3e et 19, on est en première pour eux, ils peuvent avancer. Encore une fois, quand on n'a pas de cerveau, on n'a rien à faire sur un terrain de football américain. Et il a encore prouvé son génie à ce niveau, à ce moment-là du match, parce qu'il leur a donné, grâce à lui, ils ont fait 3 points gratuits. C'était le point Ambry Thomas hebdomadaire de la part d'Olivier. C'est devenu une thérapie, je pense, pour lui. Moi, j'ai un autre petit flop aussi. Ils sont deux, c'est notre duo de safety que j'ai trouvé complètement à la ramasse. Jair Brown, avec tout l'amour que j'ai pour lui, il est passé à côté. Il a loupé des plaquages un peu à la con. En couverture, il s'est fait avoir. Ils l'ont mis en rush beaucoup et il n'est pas passé loin de choper Lamar Jackson, mais il l'a pas chopé, il est passé à côté. Et Tashon Gibson, il a complètement pété un câble. Il a commencé à se vénérer en début de match, il a fait des holdings à la con. D'ailleurs, autre petit flop que je vais rajouter là-dessus, on peut pas gagner un match quand on prend 102 yards de pénalité, ça c'est pas possible. J'ai l'impression que le mouchoir a passé son match sur le terrain. Donc ouais, notre duo de safety s'est raté et on a pris trop de pénalités défensivement, on pouvait pas avancer comme ça. Et en plus, je veux dire, c'est même pas une question que l'arbitrage, il a été. Non, l'arbitrage, il a été dans. Il n'y a pas de scandale. On jouait pas contre Tom Brady, quoi. Je veux dire, c'était. Voilà, c'était une équipe qui n'était pas avantagée par l'arbitrage. Toutes les pénalités qui ont été sifflées, elles y sont. On a été. Voilà. Et moi, j'ai en tête quand Purdy fait sa 3e interception et que tu avais sans ça, tu avais l'énorme faute de Banks sur le gars qui saute sur le dos du gars et il enfonce dans le sol, que même lui, quand il se relève, il regarde l'arbitre et il dire oups, c'est une pénalité qui te coûte 15 à 25 yards. Les mecs, ils ont pété les plombs complets. Il y a eu un décrochage de cerveau de 95% de l'équipe, quoi. Et j'en ai un petit dernier parce que pour avoir regardé du coup bien attentivement le match, j'ai quelques petits flopinets. Là, c'est vraiment sur un truc très spécifique, sur notre dernier drive. Quand tu es en première et goal sur les 2 yards et que tu as Christian McCaffrey dans ton équipe, voire Jordan Mason, tu cours. Et que c'est Sam Darnold le quarterback, tu cours. Là, j'ai pas compris sur le premier appel que tu fasses une tentative de passe merdique. Du coup, sur le deuxième, tu te retrouves obligé de courir et les mecs ils s'y attendent. Et le troisième, t'as pas le choix, t'es obligé de passer et t'es complètement niqué. Je comprends pas que sur la première tentative, tu cours pas en fait. T'as McCaffrey, mais si tu veux pas le blesser, t'as Jordan Mason qui est un spécialiste.
Voilà, j'ai pas compris. Ouais, mais alors est-ce qu'il a pas moi je me suis posé la question tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas juste pour tester pour ce que peut faire Darnold? Mais Simplement, Darnold, il fait pas des mauvais drives. Hein. Moi, je trouve que dans l'ensemble, tu l'as bien testé mais avant. Il a montré des belles choses. Sur une goal line, le match était perdu quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est pas juste un test qu'il a voulu faire Shanahan? Bah, Question que moi, me je trouve pose. que le match, Voilà. il est pas si perdu que ça parce que si tu marques ce touchdown-là, tu peux revenir au pire. Si tu ne transformes pas, tu reviens à 8. Si tu transformes, tu reviens à 6 ou tu reviens à 7. Il reste 2 minutes. Le match, il n'est pas foncièrement perdu à ce moment-là. Donc, j'ai trouvé un peu la décision surprenante. Ouais. Mais bon, avec la marée qu'on prenait chaque fois sur les Ah, bah, bien à sûr. ce Bien moment-là, sûr. pour moi c'est pas là qu'on perd le match. Donc Ah non, ouais, alors, attention, jamais, c'est pas du tout là qu'on perd le match. Ça, je suis d'accord voilà, avec toi. je pense que c'était. Moi, je pense que après, je peux me tromper complètement, mais je pense qu'il a voulu vraiment tester Darnold dans diverses situations. C'est possible. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? On peut passer au top. Oui, Kevin? Mini flop, Javon Kinlaw, je me disais, ce gars-là peut éventuellement remplacer un Rick Armstead qu'on laisserait partir cet été. J'ai de plus en plus de doutes là-dessus. Au final, depuis qu'Armstead est plus là, on a une D-line qui est moins forte. On se retrouve obligé d'aller embaucher un defensive tackle qu'on est très content de voir arriver, en personne de Joseph Day, mais malgré tout, on est obligé d'aller le chercher. Il finit ce match avec un pauvre plaquage. C'est pas possible. On a besoin d'un Kinlaw plus fort que ça. Là où j'ai trouvé justement Kevin Givens plutôt intéressant. Voilà, sachant que Given Sergey ont fait un bon match, sachant que Chase Young et Nick Bosa ont fait un bon match, voilà, on a vu la différence. Et c'est vrai que on disait tous, ouais, c'est bon, on va garder Young en virant Armstead, mais à l'heure actuelle, Armstead, il est invirable, quoi. Il est trop fort, il apporte trop quand il est sur le terrain, et on s'en rend compte quand il est pas là, quoi. Il va falloir faire des montages financiers. Ça va être un truc de fou, là. Ouais, donc On va avoir Javon beaucoup de Kinlaw, choses à merci, discuter cet été. merci, mais je suis pas sûr que tu sois encore le bienvenu la saison prochaine dans cette équipe, alors qu'il avait une si belle opportunité au final avec les blessures en cette fin de saison, et puis finalement, ben, on voit que ça va rester limité malheureusement. Donc l'année prochaine, notre premier tour de draft, ce sera un defensive tackle, comme chaque fois qu'on a un premier tour de draft. Fantastique. Allez, Non, la suite. généralement, c'est un defensive end. On va passer au top. Du coup, j'ai envie de commencer parce que pourquoi pas. Et je vais aller dans l'évidence. Brock Purdy a peut-être perdu la course au MVP, mais bon, si au bout d'un moment les gens commencent à ne plus reconnaître que Christian MVP, bien Christian McCaffrey, le lapsus est révélateur. Christian McCaffrey ressemble à un putain de MVP. Si les gens le reconnaissent pas, je comprends pas. Dans une année où il n'y a pas de quarterback qui se détache, un mec qui est capable de faire ce qu'il fait devrait être le MVP. Il a encore éclaté les stats, 103 yards, 7,4 yards par course, un touchdown, même à la réception, il a été présent avec 6 réceptions. Ce mec-là est absolument fantastique. Ce mec-là est une attaque, pour être une attaque à lui tout seul. C'est ce qu'il était à Carolina. Là, il a d'autres armes avec lui. Il pourrait être une attaque, à lui tout seul, il pourrait faire marcher une attaque moyenne. Dans notre système, il est la principale arme d'une attaque extraordinaire et il le prouve semaine après semaine. Ce joueur est absolument fantastique. Voilà. Et je pense que quand on fera le bilan à la fin de la saison, on a des super joueurs partout et on a toujours plus ou moins prononcé leur nom en top et quelquefois en flop. Je pense que celui de Christian McCaffrey n'apparaîtra jamais dans la deuxième catégorie. Ce mec-là est d'une constance folle. Les matchs où il est moins bien, bah, il va faire que 80 yards, il va faire 5,5 de moyenne. C'est un ovni. Voilà. Totalement d'accord avec toi, il y a rien à rajouter. Hein. Et, je sais pas combien il en est à l'heure actuelle, mais il doit être le 2500 yards à la course. Je crois avoir vu qu'il était autour des 1350 à la course, pas loin des 600 à la réception. Il est à un poil de cul des 2 milliards au total. Ouais, voilà, donc, alors, il est à 1283. Ah non, j'ai rien dit. Il est à 1395 voilà. À la course et il est à 537 à la réception. Donc il est quasiment à 2000, donc il va finir. Il est à 1009 là, ouais. Il finit l'année à 2000. C'est une formalité. Tout va bien. Tout est normal. Olivier, ton top? Moi, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai 2 tops ce soir. Donc, si Kevin ne le prend pas en second, je mettrai un topiné. Mais je vais mettre Dédé Greenlow. Parce que je l'ai trouvé monstrueusement monstrueux dans le fait, c'est un des rares mecs qui réussissait à choper Lamar Jackson quand il démarrait.
parce qu'il faut dire la vérité, il nous a fait des choses. L'autre, il est exceptionnel quand il fait ses esquives. Et Dédé a cette capacité à taper dans Gus Edwards, à taper dans Il a un Likely, moteur de fou, Dédé. Il a un putain de moteur. à taper dans à taper dans Lamar, à taper dans le Justice Hill. Il a tapé dans tout le monde. Et même quand il est, à un moment, il y a un des sacs comme produit où tout le monde est en couverture man-on-man, il se retrouve à partir sur un receveur, il lui colle au basque, il le lâche pas. Waouh! Il est de plus en plus complet, il est toujours aussi intense, il fait pas, il y a pas un seul flag pour lui. Quand il y a un moment, il y a une action où ils doivent marquer le touchdown et ils avancent et chaque fois c'est Dédé qui va se jeter avec Hargrave sur Lamar Jackson ou sur un des coureurs. Moi, je dis franchement, il a fait un match de mammouth, malgré le fait qu'on ait pris des points. Moi, je pense qu'il n'y a rien à lui reprocher sur le match. Kevin? Moi, pour l'anecdote, je regardais le match avec mon beau-frère et il me demande George Kittle, il est meilleur au bloc ou à la réception? Et j'étais bien embêté de lui répondre. J'ai dit écoute, je pense qu'il est juste élite dans les deux. Il nous l'a encore montré cette semaine, 126 yards à la réception, il est parfait. On se répète chaque semaine, mais quel bonheur d'avoir cet tight end-là dans l'équipe. En plus, c'est un sourire tout le temps. Enfin, on répète les mêmes choses tout le temps, mais c'est un plaisir. Voilà, j'adore George Kittle. Voilà, c'était mon autre top. C'était un des miens aussi, hein. Franchement, Voilà. quel joueur. Moi, j'ai un petit opiné en plus à rajouter. On en a parlé un petit peu dans le flop quand tu as parlé de Javon Kinlaw. Avoir Javon Hargrave sur le terrain, ça fait quand même la diff. Franchement, je trouve qu'on le voyait pas assez à des moments de la saison, mais là, en vrai, quand il a été absent, le fait qu'il revienne, tu vois à quel point le mec est fort. Franchement, pour le coup, on se rend compte avec le temps que c'était une très très belle recrue cet été. Ouais. Dans les top opinions, on va mettre le duo Bose-Young qui le Bose-Young est magique. Je trouve quand ils sont tous les deux sur le terrain, ça fait mal, ça mord, ça attaque. Bosa a retrouvé son niveau de l'année dernière et Chase Young à un moment il rate de justesse Lamar Jackson qui arrive après. Je sais pas, il a des yeux dans le dos ce mec. Il lui fait une petite esquive alors qu'il arrive lancé dessus. Et non, franchement, ces deux mecs-là ont fait un super match aussi. Et si c'est pas Calamar en face, le mec il prend 35 sacs. Je veux dire, C'est beau de voir que Chase Young se rend indispensable à cette équipe sans faire de stats. Alors là, il est responsable sur le safety, oui, mais il fait encore de plaquages. Les matchs avant, il en fait un. Il y en a un qui fait 0. Mais il est indispensable, il est tout le temps là et on voit quasiment que lui sur les pressions. Oui, je suis d'accord. Il a fait encore un super match. J'aimerais en parler. Je sais pas si je le mets en top ou pas. Deebo Samuel a fait un super match, je trouve. Il a eu un problème de drop, j'ai trouvé, sur ce match-là. Il a relâché 2 ballons. J'ai 2 ballons en tête qui relâchent alors qu'ils étaient attrapables. Par contre, dès qu'il attrape le ballon, il est absolument inarrêtable. Le moment où Marlon Humphrey s'est dit qu'il allait faire Captain America, lui foncer à toute vitesse dedans et qu'il est tombé sur un putain de mur de briques, c'était un des moments les plus impressionnants. Franchement, le mec, ça arrive à une vitesse folle. Le gars est à l'arrêt et c'est le gars qui arrive à pleine vitesse qui recule. Franchement, c'était impressionnant. Bon, bah en tout cas, si on a fait le tour, on va pouvoir passer à notre prochain match contre les Washington Commanders. Dimanche 19h, dimanche 31 décembre du coup, donc je pense que comme pour ce match-là, il y aura pas mal de gens qui vont le regarder en replay. Nous affrontons les Washington Commanders, 4 victoires, 11 défaites pour Washington. On se retrouve du côté du FedEx Field, il me semble que c'est ça le nom de leur terrain, pour affronter Washington, donc un match pas piège, mais un match sur un putain de champ de patates, un 31 décembre. Va falloir être sérieux. Kevin, qu'est-ce que tu attends de cette rencontre ? Je trouve que c'est l'adversaire rêvé par rapport à ce qui vient de se passer face aux Ravens. On a une équipe très prenable qui est vraiment en fin de saison. Ils changent même leur quarterback alors que Samuel faisait plutôt une bonne saison jusqu'à il y a 2-3 semaines où ça a commencé à dérailler un petit peu. On va avoir une belle semaine pour travailler ce qui n'a pas été et avoir une équipe qui semble être presque offerte au vu du niveau qu'on a de notre côté. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? C'est qu'on reprenne la marche en avant. Maintenant, c'est terminé les défaites, hein. On gagne tout ce qui reste et on repart avec la coupe. Donc, à commencer par Washington. Olivier ? Oui, je pense
sans vouloir manquer de respect à Washington, on va descendre de quelques niveaux comparé aux Ravens. Samuel, c'est le quarterback qui s'est fait le plus saquer cette saison. Ils ont une ligne offensive hyper poreuse. Donc, on devrait normalement leur mettre la pression. Après, ce que j'espère de ce match, c'est que que Purdy se remette la tête à l'endroit et qu'on fasse un joli match sans trop de casse. Voilà. C'est juste ce que je vois sur ce match-là pour l'instant. Ils ont des joueurs de qualité. Terry McLaurin est un super joueur, mais voilà, c'est le drame de cette équipe dont je dirais pas le nom parce que pour moi, elle s'appelle pas comme ça, quoi. Tu préfères la Washington Football Team? Ouais, voilà. What the fuck. C'est un tout autre débat. Oui, non, je suis d'accord avec vous deux. Je suis d'accord avec Kevin. C'est le match parfait pour se relancer. Washington a la défense la moins bien classée de NFL, tout simplement. Voilà. Et nous, on a la meilleure attaque de NFL. Voilà. Donc normalement, ça devrait être un feu d'artifice. Il le faut parce que voilà, même si on n'est pas inquiété par cette défaite, ça reste une défaite. Donc, faut remonter évidemment la pente tout de suite. Voilà, faut remonter en selle tout de suite. Il reste 2 matchs de saison régulière, faut les valider pour s'assurer cette semaine de repos qui, on était en train d'en parler. J'étais le premier à dire que l'important c'était d'avoir au moins 2 premiers sites pour jouer à domicile. Au final, ça reste quand même une semaine de repos et quand tu t'es mangé 17 matchs avant, bah, ça reste toujours utile d'avoir un peu de repos. Surtout à ce moment-là de la saison. Donc, non, il faut gagner, il faut se remettre la tête à l'endroit. Il faut, comme tu l'as dit, Olivier, que Brock Purdy soit très bon. Qui reprennent ce qu'il fait depuis le début de la saison et qui se reprennent après un match complètement raté, quoi. Voilà, oui, donc et ça permettra de fermer des bouches parce que là ça parle trop. Il faut que les gens ils arrêtent de parler. Les mecs ont totalement oublié que c'était un gars qui avait fait une saison absolument extraordinaire à part ça. Voilà. Et quand tu vois d'autres quarterbacks qui passent complètement à côté de leur saison par rapport à leur standard, notamment un mec comme Patrick Mahomes qui reste le meilleur quarterback de NFL mais qui fait une mauvaise saison. Justin Herbert et tant d'autres. Voilà. Ça reste un mauvais match pour un super quarterback. Donc il faut évidemment qu'il remonte la pente et il faut que toute l'équipe remonte la pente. Et surtout, je vais passer directement au Factor X. Ça va être mon Factor X. Il faut que l'écart se fasse rapidement parce qu'il faut déjà, je pense, anticiper les playoffs. J'ai pas envie d'avoir un match serré, j'ai envie d'avoir un match où le 4e quart-temps sera joué par les remplaçants. Parce qu'on commence à avoir quelques petits bobos. On a parlé de Trent Williams, évidemment. Aaron Banks aussi a eu un petit bobo. Brock Purdy, même si c'est rien du tout, a eu un petit bobo. Nos defensive tackles ont eu quelques blessures cette saison. Si on peut reposer tout ce beau monde le plus possible, chaque snap qui passeront sur le côté en repos sera bon à prendre. Kevin, ton Factor X? Brock Purdy, évidemment, on sort d'une semaine où il est la cible de tout le monde, tous les snipers de les réseaux sociaux, de tout ce qui se passe. Donc on attend qu'il se remette en selle. On a besoin d'avoir la confirmation que le vrai Brock Purdy est celui qu'on a vu le reste de la saison et pas sur ce match-là. J'en doute pas une seule seconde, mais on a besoin de le voir, on a besoin d'être rassuré et on a besoin de voir un Brock Purdy qui retrouve ce qu'il était. Olivier? Vous avez fait à peu près le tour du sujet. Après, si on veut remettre tranquille, il faut que Bosa et la D-line mettent la misère à leur O-line. Donc, c'est sûr que si on a les ballons, qu'on met de la pression sur le quarterback et que Jacoby Brissett qui se retrouve dans une situation compliquée, ça nous simplifie le match. C'est pour ça que moi, hormis ce que vous avez dit, je vois le point, je vois le Factor X à ce niveau-là. Et après, juste petite chose qui peut nous rassurer, les Washington Commanders, ils ne sont pas en AFC Nord parce que l'AFC Nord ils nous ont mis 3 branlés pour une seule victoire, c'était le match contre les Steelers. Donc, pour nos 4 défaites, il y en a 3 contre l'AFC Nord quand même. Hein. Voilà. Et petite mention, l'ami Chase Young va retrouver son équipe de Washington et je pense qu'il va avoir à cœur de faire quelques actions de classe. Exactement, je suis d'accord avec vous, j'avais pas pensé forcément à Chase Young, mais oui, devant son ancien public, montrer que le staff a fait une mauvaise solution en le lâchant pour 3 cacahuètes, effectivement. Votre prono, Kevin, ton prono pour ce match? Je pense qu'on va repartir sur les standards offensifs avec un 41-14. Olivier? 33-6.
Moi, j'étais sur 38-12. Donc, on est tous plus ou moins d'accord pour dire un écart important et une grosse victoire pour San Francisco, ce qui me va totalement. On va passer aux questions des auditeurs. On a eu beaucoup de questions en ce week-end de Noël par nos amis auditeurs, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. D'ailleurs, allez suivre sur Twitter le nouveau compte du Faceful Podcast. Je rajouterai au montage le A parce que je l'ai pu, Kevin. C'est @FacefulCast. @FacefulCast. Évidemment, ouais, allez ajouter pour ceux qui sont sur Twitter pour suivre toute l'actu du podcast. Et puis, c'est là qu'on mettra la demande pour les questions. Première question, on est sur Facebook, une question de Fabien. Est-ce que la défaite contre les Ravens peut laisser des traces sur l'équipe? Sa confiance est évidemment surtout sur Purdy, qui est déjà beaucoup critiqué. Un peu comme les Eagles qui se sentaient invincibles et qui, après la lourde défaite que les Niners leur ont mise, se sont écroulés sur 3 matchs et semblent depuis fébriles. Olivier? On a déjà parlé tout à l'heure, hein, je veux dire, il faut comparer ce qui est comparable. Pour faire la comparaison avec les Eagles, ils disaient oui, de toute façon, nous on est les plus bons, on est les plus forts, et on va montrer à San Francisco qu'avec ou sans quarterback, c'est pareil, on va les crever. Et on est allé chez eux, on leur a mis la fessée, donc depuis ils sont en dépression. Ça c'est ce qui s'est passé. Nous, il y a personne qui a dit les Ravens, on va les prendre, on va les exploser. On n'avait pas de compte à régler, on a raté un match. Donc football américain, c'est pas le jeu qui est passé, c'est le jeu d'après qui compte. Donc Purdy va se remettre sur le terrain, il va se remettre en selle et puis ça va aller. Et puis si ça va pas pour lui, on fera jouer Sam Darnold. Oh là là, moi j'ai pas de stress, hein, honnêtement. Voilà, sur ce que j'ai vu, j'ai totalement confiance en Purdy, et sur ce que j'ai vu de Darnold, je suis pas particulièrement inquiet de s'il devait être amené à jouer. Donc partant de là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Question de Johan, on en a un peu parlé dans les flops, on ne va pas tout simplifier à ce point, mais il est clair que ce classement colle parfaitement à notre défaite. Qu'en pensez-vous? C'est le classement des pénalités. Voilà, pour parler qu'on a encore été une fois très pénalisé. Kevin, c'est un problème qu'il faut régler en fait, si on veut de toute façon l'emporter. Ouais, c'est un problème qu'on parle pas très souvent dans cette émission, peut-être à tort, mais c'est vrai qu'on est beaucoup pénalisé, beaucoup trop. C'est un problème qui arrive assez souvent, je trouve, sur l'ère Shanahan et même avant. Oui, c'est sûr, on peut pas gagner des matchs serrés contre des grosses équipes si on prend 3 fois plus de flags que l'adversaire. Ça fait partie des mêmes problèmes qu'avec les turnovers. C'est des choses qu'il faut corriger. Et oui, la défaite est aussi imputable à ça, forcément. Une question d'Eric. Bonjour, j'ai eu l'impression que pour ce match, si tout se passait bien dès le début, on jouait comme d'habitude, mais que si c'était plus dur que prévu, on a laissé jouer sans forcer pour limiter les éventuelles blessures. Est-ce que vous avez la même impression, Olivier? Non, c'est juste que c'est pas qu'on a voulu éviter les blessures, c'est qu'il y a eu des interceptions et que le momentum a tourné, c'est tout. Parce qu'après, sur ce que tu dis, Eric, je suis d'accord avec toi sur le départ. Le match, on l'avait en main, hein. Si à la mi-temps, même à la mi-temps qu'on est mené, si tout se passe correctement, si on avait regardé le match ensemble, et l'autre nous aurait dit c'est bon, c'est le troisième quart-temps, c'est là où on fait la différence. Et là, on a fait la différence, mais en se tirant des balles dans le pied. Donc c'est juste ça, c'est pas une question d'avoir voulu reposer, hein. Tu veux pas jouer moins fort quand tu rates quand tu fais 4 interceptions, c'est juste que tu t'es planté, puis voilà, hein. Tu as donné les balles pour te faire tirer dessus, tout simplement. À une exception près, Shanahan a confirmé que Brock Purdy pouvait totalement revenir et qu'il l'a économisé. Il voulait pas risquer de se blesser alors que le match était déjà perdu. Pour le reste, je suis d'accord avec toi. Mais pour Brock Purdy, il y a cette logique-là de se dire on a Sam Darnold, on va le faire jouer. Bien sûr. Et pareil pour Trent Williams. Le match, il était joué, tu le mets sur le côté, il voulait revenir, mais bon, parce que c'était un compétiteur, mais non, il fallait mieux qu'il reste sur le côté aussi. Et ça, c'est pour la fin de match. Après, on perd pas le match parce qu'on a levé le pied. On a levé le pied parce qu'on a perdu le match. Une question de Sylvain qui nous demande où nous en sommes au niveau des blessures. Alors j'ai les statuts sous les yeux. Donc récemment, on a eu Kalia Davis, le defensive tackle, qui a été placé sur la liste des blessés. Après le match, on a Jalen Moore qui a eu une commotion cérébrale, t'en parlais Olivier. Ambry Thomas qui s'est fait un petit peu mal aux adducteurs apparemment. Donc là, c'est l'espoir de tout un peuple qu'il soit plus que questionable. Là, on parle de joueurs, il y a beaucoup de joueurs questionable, hein. Il y a eu Brock Purdy avec sa petite blessure, mais il n'y aura pas de problème. Arik Armstead est toujours questionable, Oren Burks également, Ross Dwelly également, Jawan Jennings également. Kyle Shanahan a dit ce mardi que Trent Williams allait passer une IRM pour sa blessure, donc on aura des nouvelles assez prochainement. Que Aaron Banks s'était blessé au
gros orteil. Voilà, donc on va avoir des nouvelles. Et que par contre, Elijah Mitchell était apparemment de retour. Donc le retour d'Elijah Mitchell, il va se blesser, je pense, sur ce putain de terrain de merde de Washington. Ça, on peut s'y attendre. Et que Deebo Samuel avait apparemment un petit peu mal au cou et qu'il était assez limité à l'entraînement, mais apparemment pas d'inquiétude. Voilà où on en est au niveau des blessures. Juste une petite chose sur Trent Williams. Lui-même a confirmé en sortie de vestiaire qu'il allait très très bien et que l'IRM était vraiment juste une opération je pense que c'est de la routine, sécurité. mais- C'est de la sécurité. C'est ça. Exact. Et puis, on parle d'un mec comme Trent Williams qui, il voit là l'opportunité d'une équipe qui peut aller au Super Bowl. Le mec va jouer. Le mec va jouer, quitte à se faire salement opérer pendant l'intersaison, mais le mec va jouer. Clairement. On parle d'un Warrior quand même. Question de Ludovic. Après cette défaite contre une grosse défense, faut-il s'attendre à un changement sur les appels de jeu de Kyle Shanahan à l'approche des playoffs, sachant qu'on va retrouver certaines équipes qu'on a déjà jouées cette saison, dont, on l'espère, les Ravens, si tous les favoris sont au rendez-vous. Kevin? Bah oui et non, parce que au final, un coach doit toujours s'adapter, toujours trouver des nouvelles solutions, toujours proposer des nouvelles choses. Donc dans ce sens-là, oui. Après, changer tout pour ce match, non. Kyle Shanahan a un cahier de jeu super varié. Avec Brock Purdy, il a trouvé un gars avec qui il peut tout faire, tout essayer, tout tenter. Donc il va continuer dans cette veine-là. Après, oui, il doit s'adapter parce que les équipes en face ont vu ce qui s'est passé, ont vu comment les Ravens nous ont joué. Tous ne pourront pas avoir le même niveau que les Ravens et la même intensité que les Ravens, évidemment. Mais Kyle Shanahan doit continuer d'innover et proposer de nouvelles choses. Et la dernière question de Facebook, une question de Fabrice. Ne partagez-vous pas la crainte que j'ai que nous soyons les Eagles d'Andy Reid et Donovan McNabb du début des années 2000, Olivier? Bah écoute, je lui ai déjà répondu sur Facebook, donc je vais répondre là, hein. Je vais dire, je préfère 100 fois faire les Eagles des années Andy Reid que gagner un titre et me faire, excusez-moi l'expression, me faire chier pendant 20 ans parce qu'il se passe rien dans ma franchise. Je vais reprendre juste deux trucs, hein. On va prendre les Lions. Les Lions, ils ont Et les gagné Lions, ils n'ont pas eu de titre. ils ont gagné un match de playoff dans leur histoire. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas gagné leur division. On n'en est pas là, nous, hein. Nous, ça fait 3-4 ans qu'on a quand même une équipe vachement sympa à suivre. Juste avant, il y a eu 2-3 saisons un peu mouligas, mais avant, on a eu la période avec Arbo. Les gars, si on fait 5 finales de conférence d'affilée, ça me va très bien. En allant au Super Bowl une fois de temps en temps, ouais, parce que le football américain, je veux bien, je sais que je vois la tête de Kevin. Ce qui compte, c'est de gagner. Mais si tu gagnes une fois et que je te fais chier pendant 5 saisons après, j'ai pas envie, hein. Honnêtement, je préfère chaque année gagner 12, 13 matchs et d'aller en playoff plutôt que de faire une saison, CF les Buccaneers, voilà, je veux dire, Les Buccaneers, c'est exactement ce que j'allais dire. voilà. Même les Rams, au final. Voilà, les Rams aussi, je veux dire, bon. Et après, être obligé de se dire, j'ai de la chance, on a drafté comme il faut, hein, mais voilà, quoi. Après, Ça, c'est mon point de évidemment, moi j'ai le même point de vue qu'Olivier là-dessus, hein. Là, on adore. Moi, je rêve évidemment de voir un titre. J'en ai jamais vécu depuis que je suis supporter des Niners. Mais est-ce que j'échangerais un titre pour 10 ans d'absence au playoff? Non. Après, ça veut pas dire que je veux pas qu'on soit putain de champion à la fin de la saison. Mais par contre, je veux qu'on soit champion, mais que les 4 années suivantes, on soit encore des contenders, tu vois. Donc, évidemment, est-ce que c'est une crainte? Non, parce que. Et puis parce que je pense pas que ça soit ça non plus. Voilà, tout Après, simplement. on a un petit côté loser magnifique dans les grands matchs, dans certains grands matchs, et quand on va loin, qu'il va falloir gommer à un moment donné. Et c'est peut-être ce côté-là qui rappelle un peu le côté Andy Reid à Philadelphie qui arrivait pas à conclure à la fin. Et pour le moment, on n'a pas réussi à conclure à la fin. Et sur une saison comme celle qu'on est en train de vivre, tout résultat que de gagner le Super Bowl va être un échec et on sera obligé d'en parler comme un échec. Ah bah, par contre, si évidemment on gagne pas de titre avec Kyle Shanahan pendant 10-15 ans et qu'il se barre dans une franchise historiquement nulle à chier et qui gagne 2 titres, ça me ferait chier. No disrespect pour les Chiefs, mais vous aviez beaucoup moins de fans avant que Patrick Mahomes arrive. Absolument. Et puis par rapport à ça, là, je parle pas pour la personne qui a fait le commentaire, mais de façon générale, quand j'entends les mecs se plaindre, mais je sais pas, attendez que l'équipe soit championne, gagne le Super Bowl et soyez fan de cette équipe-là, hein, comme les mecs ils ont fait pendant 15 ans avec les Patriots, hein, je veux dire, quand on est supporter d'une équipe, je vais vous rappeler un truc, on est plus souvent déçu que content, hein.
Dire quelle que soit l'équipe et quel que soit le sport. Après, être supporter, c'est ça, c'est quand ça va et quand ça va pas. Et non, moi, j'ai pas d'inquiétude et je changerai pas mon baril de Niners pour une équipe qui va gagner le titre cette année ou qui a gagné l'année dernière. Je peux pas, c'est pas possible. On va passer aux questions de Twitter, une question de Mishko. Est-ce que au final, moi je trouve très intéressante cette question, est-ce qu'au final nous ne sommes pas notre propre adversaire? Je suis plutôt d'accord avec cette remarque, dans le sens où si on est à fond, si on est à 100%, si on ne fait pas les erreurs qu'on a fait, on parle évidemment cette semaine des interceptions de Purdy, dans nos 3 défaites, la défense qui était largement pas au niveau. Ouais, si on est à fond, en fait, il y a personne qui peut nous arrêter. Et là, je fais mon mea culpa, notamment à vous deux et puis aux autres gars du podcast. C'est que moi, j'étais le premier à dire que je ne pensais pas qu'on avait le meilleur effectif de NFL en début de saison. Si, en fait, si, en fait, l'avenir m'a donné tort. Quand on est à fond, on est inarrêtable. Si là, au playoff, on joue 3 matchs parce qu'on a le seed 1, qu'on joue 3 matchs à 100%, en fait, on aura le Lombardi Trophy dans l'armoire à la fin de la saison, tout simplement. Parce que même si il y a les Ravens sont une très belle équipe, on va peut-être croiser les Eagles, on va peut-être croiser les Cowboys, les Chiefs, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Même si ces équipes-là jouent à fond, si nous aussi on joue à fond, en fait, ils peuvent pas nous arrêter. Ils peuvent pas arrêter notre attaque et ils peuvent pas passer continuellement notre défense si elle est à 100%. Question de Baptiste, c'est quoi cette prestation de merde? Plus sérieusement, est-ce le genre de défaite nécessaire pour remettre le groupe sur terre et préparer un bon run de fin de saison régulière et en playoff, Kevin? Ouais, on l'a dit dans la preview du match. Non, on l'a dit plutôt dans le débrief du match face aux Ravens, pardon. C'est le genre de défaite idéale à 2-3 semaines des playoffs pour se remettre le nez dans le boulot et de se dire qu'on n'est pas arrivé, il reste encore des matchs à gagner. Il faut être prudent. Il faut que, tu l'as dit, Elliott, si on est à notre niveau, personne ne peut nous arrêter, sauf qu'il faut l'être à ce niveau-là. Et là, on a un joueur majeur qui ne l'a pas été. Et si notre quarterback n'est pas à son niveau auquel il devrait être, on ne pourra pas gagner, même si on a toutes les forces qu'on connaît autour. Question de Denis qui fait remarquer, comme tu le disais Olivier, que 3 de nos défaites sont contre des équipes de l'AFC Nord, et qui nous pose la question suivante: comment remédier à la faiblesse du côté droit de la O-line? On devient trop prévisible, que l'on court ou que nos screens sont toujours à la gauche. Olivier? On l'a dit, hein, Trent Williams est tellement fort qu'au final, on va courir derrière lui. C'est surtout ça, je pense. Voilà, c'est surtout ça, parce qu'après, pour y remédier, tu peux mettre un système de bloc du côté droit, en mettant, si tu mets Kittle et Warner de ce côté-là, pour courir, ça permettrait d'ouvrir des brèches. Après, être prévisible à la NFL, c'est un peu le principe, vu le nombre de snaps qu'il y a, vu le nombre d'actions qui se passent, vu les vidéos qui tournent, plus la saison avance, plus ce qu'il appelle d'être prévisible existe. Maintenant, être prévisible comme San Francisco, je pense qu'il y a quand même peut-être 31 franchises qui voudraient être prévisibles comme nous. Après, si cibler le côté droit de la ligne offensive, je trouve ça un petit peu dur. McKivitz fait une très très belle saison, surtout avec le statut qu'il avait en début de saison. Là, il a été un peu exposé parce qu'il s'est fait baltringuer de partout sur la ligne. Mais quand il joue à son poste de tackle droit, au final, il est plutôt très bon. Donc, moi je le trouve solide aussi. Hein. Je m'attendais pas à ça de début de saison, mais je le trouve quand même plutôt solide. C'est pas Lane Johnson, c'est pas Trent Williams de la droite de la ligne, mais c'est un solide tackle. Après, il y a aussi un truc qu'il faut voir. Il y a un joueur qui adore jouer contre nous. C'est Jadeveon Clowney. N'importe quelle équipe où il est, parce que quand il était à Seattle, il nous a cassé les couilles. Et là, maintenant qu'il est là, il fait son meilleur match depuis 2018. Et c'est chaque fois contre San Francisco qui fait des perfs de dingue qui lui permettent l'année suivante de retrouver un contrat en gagnant beaucoup d'argent. Je veux dire, et c'est pas toutes les semaines que Clowney joue à ce niveau-là. Ce mec, il était numéro 1 de draft, il était considéré comme un talent générationnel qui a jamais performé à ce haut niveau qu'il aurait dû être le sien. Mais quand il joue contre San Francisco, je sais pas, c'est le rouge, ça doit l'exciter ce mec. Et il fait toujours des matchs de dingue contre nous. Alors voilà, si on se limite à la performance, si on critique le côté droit de la ligne par rapport à ça, comme on critique Burford parce qu'il était nullissime et qu'il continue à l'être, je suis d'accord, mais McKivitz et Feliciano, j'ai rien à leur reprocher, moi. Et enfin, dernière question de Oumadi. Match impressionnant des Ravens, ok, mais ça me rappelle le match contre Philadelphie à l'envers. Ça remet beaucoup de gens sur terre et même les analystes. Olivier, t'as pas l'air 100% d'accord avec ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que le match contre les Eagles, ce qui s'est passé, c'est que on leur a mis 6 touchdowns d'affilée
on les a défoncés. On leur a pris les poumons, la rate, le foie, on a tout mangé en direct à la télé. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je veux dire, s'il n'y a pas des interceptions en bois de bousigues, les mecs, même quand on se fait intercepter dans nos 30 yards, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un coup de pied à 3 points. Voilà. Et même quand on s'est fait intercepter, l'action, enfin, le drive suivant, il y a safety. Il y a une grosse différence entre la démonstration que San Francisco avait fait contre les Eagles et le match qu'on a vu là. Je veux dire, en étant sans être chauvin, c'est pas comparable. Là, c'est Purdy qui a perdu le match tout seul, alors que le match contre les Eagles, c'est San Francisco qui l'a gagné au complet. On a été meilleur de la tête et des épaules à tous les postes. Et là, tout à l'heure, Elliot, tu le disais justement, on a des meilleures stats offensives et défensives que les Ravens, mais on perd le match. Donc, pour moi, les deux matchs ne sont absolument pas comparables. Et puis là, Elliott l'avait dit aussi, au final, avec Darnold, on peut revenir à une possession d'écart en fin de match alors qu'on a l'air complètement hors du coup visuellement. Et au final, on était encore là. Donc... c'est le tour des questions. Merci en tout cas à tous à toutes et à tous pour toutes vos questions et puis continuez à nous en poser pour les podcasts à suivre. On va passer au jeu. Un petit jeu pour finir cette émission. C'est moi qui vais l'animer. On va revenir à quelque chose qu'on avait fait avec les touchdowns, quelque chose qu'on avait fait avec les sacs. On va le faire désormais pour les interceptions, messieurs. Je vais vous demander de me citer les joueurs qui ont fait au moins une interception, que ça soit en saison régulière ou en pré-saison depuis 2022. Donc 2022-2023, saison régulière et pré-saison, chacun votre tour. Eh bien, on va commencer par Olivier. Tiens, j'ai envie de commencer par Olivier. Ambry Thomas. Bonne réponse. Kevin. Tashon Gibson. Oui. Emmanuel Mosley. Oui, bien sûr. Talanoa Hufanga. Talanoa Hufanga, évidemment. Dédé Greenlow. Oui. Charvarius Ward. Oui, bien sûr. Ed Warner. Warner, bien sûr. Samuel Womack. Samuel Womack, oui. On commence à jouer. Gibson, on l'a dit ou pas? Oui, j'ai commencé par là. Tu as commencé par Gibson. Alors, il faut que je réfléchisse. Eh ben, le noir. Oui, Deomador le noir, évidemment. Jason Verrett. C'est non. Ah bah non, tu peux pas faire d'interception quand t'es tout le temps blessé. Ça n'existe pas. Parce que 2022, c'est la saison dernière, il a pas joué. Ok, ouais, je pensais qu'il avait joué un match ou deux peut-être. Qui c'est qui aurait pu faire une interception encore Aziz Al-Shahir peut-être? Non. Deuxième erreur. Plus le droit à l'erreur, Kevin. Pour petite information, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 non. Quand même. Ah, Jimmy Ward. Oui, bien sûr, Jimmy Ward. Isaiah Oliver. Oui, Isaiah Oliver, bonne réponse. M'emmerde, les. On va l'essayer, je suis vraiment pas sûr. Jair Brown. Jair Brown, bien sûr. Alors, il vous en reste 6. Non, pas Nick Bosa. C'est avant qu'il a fait alors l'interception. Pour l'information, il vous en reste 6. Un seul a fait une interception parmi ces 6 cette saison. Tous les autres, sinon, c'est soit de la saison dernière, soit de la pré-saison. Oren Burks. Oui, joli. Oren Burks, interception cette saison, c'est lui. Le dernier qui a fait une interception cette saison. Bien joué. Kevin. On va tenter, mais ça va être terminé. Samson et Boukham. C'est non. Mauvaise réponse. Olivier, tu as gagné, mais est-ce que tu veux le valider encore? Tu as encore deux possibilités. Deux possibilités, mais là, ça va être un Dax quand même. On en a 2 qui sont en saison régulière la saison dernière. Et on en a 3 qui sont en pré-saison la saison dernière. Mais là, t'imagines la pré-saison.
On a quand même eu tout le monde cette année, c'est pas si mal que ça. Ouais, Oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Hassan Ridgeway. Non, c'est un defensive tackle. Et alors, sur un ballon contré. J'adorerais qu'il y ait Flanagan Falls, juste pour faire Non, il chier. n'y a pas Flanagan Falls. Non, mais par contre, les deux qui ont fait des interceptions la saison dernière sont toujours dans notre effectif cette année. Ah ouais. Ah putain, là, tu m'obliges à faire des réflexions, là, il faut que je me concentre. Et à sortie, c'est pas bon. Je me dis qu'il est encore dans l'effectif cette année. Les deux qui ont fait des interceptions, ouais, de cette liste qui ont fait des interceptions en saison régulière la saison dernière, les deux sont toujours dans l'effectif des 49ers cette saison. Armstead. Non. C'est Ah, perdu, mais c'est gagné pour Olivier. Ces deux joueurs sont George Odum et Drake Jackson. Il en a touché une, Drake Jackson, d'interception. Il en a chopé une interception la saison dernière. Et les trois joueurs de pré-saison, bon là, il fallait les avoir. Mon idole, Tarvarius Moore, peut-être Giga Brel. Notre idole à tous, Marcelino McCrary-Ball. Ah oui, c'est vrai, McCrary-Ball. Et un certain Tyler Hawkins. Inconnu au bataillon. Qui est un safety, je crois. Voilà. Et ben, victoire d'Olivier. Bravo Olivier. Encore une fois, une victoire d'Olivier est très, très dominant dans tous ces jeux. Il va falloir trouver un jeu pour le détrôner, clairement. La chatte, comme dirait Benoît Père. Bon, bah merci en tout cas de nous avoir suivis dans ce 60e épisode du Faceful Podcast. Dimanche 19h, on le rappelle, match du côté de Washington contre les Commanders. On se retrouve la semaine prochaine pour le débriefer, parler de la fin de notre saison régulière, le match contre les Rams. Et on vous souhaite un bon week-end, de bonnes fins de fête de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine pour faire une bonne grosse blague de bouffe. Salut et go Niners. Ouf, j'ai bégayé. Et go Niners. Go Niners. Ciao. Come on. Come